Christophe Pufferi de l'INRAP. Merci aux organisateurs d'avoir accepté ma communication pour cette journée Internéo 2020 qui se déroule dans des conditions effectivement un peu particulières et j'espère que cette présentation n'en souffrira pas trop. Cette communication a pour titre ce que le numérique fait aux activités de terrain en archéologie, un projet de recherche en cours et quelques exemples. Ce sont à la fois des travaux que j'ai conduits depuis plusieurs années du fait de ma participation à de nombreuses opérations, que ce soit de fouilles, de prospection, mais aussi en particulier depuis ma fonction actuelle, depuis 2010, à la direction scientifique et technique de l'INRAP, j'y reviendrai rapidement, et également dans le cadre d'un doctorat à Cergy Paris Université que je réalise depuis 2019. Cette contribution, mon intervention et l'article proposé se veulent une contribution à l'étude de l'histoire des dispositifs numériques en archéologie sur le terrain depuis une quarantaine d'années. Et cette histoire est à replacer dans celle des méthodes et techniques de l'archéologie. C'est en tout cas l'angle que j'ai choisi pour cette communication, pour l'article et d'une façon plus générale pour mes travaux en cours. Et puisqu'il s'agit d'une histoire d'abord des techniques et des méthodes de l'enregistrement de terrain, eh bien, vous verrez mon propos s'inscrit dans une histoire des sciences et des techniques et des savoirs, mais aussi une histoire des matérialités des objets de savoir, également une histoire des lieux de savoir, pour reprendre le titre des deux ouvrages de Christian Jacob qu'il a dirigé en 2007 et 2011, et également une histoire des sociabilités des chercheurs. Voilà les différents angles qui sont les miens. Je l'ai dit, donc ma propre expérience comme archéologue, elle date déjà d'il y a une quarantaine d'années, puisque dans les années 80, tout jeune, je participais comme fouilleur à des différents chantiers d'opérations, chantiers d'archéologie programmés, et puis également quelques mois à la fin sur une opération d'archéologie de sauvetage. Et puis depuis 2006, je participe à différents projets collectifs de recherche. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je travaille donc à la direction scientifique et technique de l'INRAP depuis 2010, où je suis chargé des outils et techniques de l'enregistrement de terrain. Et depuis 2012, je conduis un certain nombre de recherches par à la fois réflexivité sur mes propres pratiques et puis observation participante sur les travaux et les activités à la fois de collègues de l'INRAP, mais aussi d'autres chercheurs en dehors de l'Institut. Alors, commençons par un petit peu un rappel historique des pratiques de terrain, ou plutôt des éléments qui, dans les archives qui nous sont disponibles, permettent de pointer à partir de quand eh bien, les fouilles et l'enregistrement du travail de terrain a fait l'objet d'un certain nombre d'efforts, de formalisation, de prescription. C'est le cas notamment en 1939 avec la revue Muséon de l'Office international des musées qui proposait des préconisations sur les techniques de fouille et d'enregistrement. Et donc déjà dès les années 30, on voit apparaître ce genre de discours et de documents qui décrit de façon assez précise comment doit se faire la fouille, quelles techniques mobiliser. L'enregistrement de terrain doit consister à la fois des enregistrements descriptifs manuscrits, mais également des relevés graphiques, etc. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on voit apparaître, c'est une évolution aussi des formes d'organisation des équipes de terrain sur les chantiers de fouilles. On voit apparaître une organisation de plus en plus rigoureuse des équipes de fouilles, avec un rôle croissant accordé aux fouilleurs dans la construction des savoirs archéologiques, ce qui n'était pas le cas auparavant, vous le savez, puisque on avait souvent avant cela le savant qui lui dirigeait une fouille, parfois même sans se rendre toujours sur le terrain, et bien sur le terrain, c'était essentiellement des ouvriers, des carriers parfois qui faisaient le travail de dégagement, de creusement, et qui devaient rapporter leurs observations et leurs découvertes aux savants. En 1950, André Leroy-Gourhan, fameux préhistorien, a publié un ouvrage s'appelant Les fouilles préhistoriques, techniques et méthodes, où il décrit là aussi un certain nombre de méthodes et de techniques de façon précise, en particulier en matière d'enregistrement de terrain, de même que ce qu'on voit à ce moment-là apparaître, c'est
une reconfiguration des équipes de fouilles, j'en ai déjà parlé, et la façon dont le travail de terrain se répartit selon à la fois des compétences, parfois l'ancienneté, parfois une proximité avec le responsable de la fouille, etc. Et à côté de ça, dans les années 50, 60, apparaissent également, en tout cas la tentative des fameux carnets de fouilles normalisés de François Borde, autre préhistorien français. Si ce n'est que pour pouvoir remplir ces carnets de fouilles normalisés, il fallait que le fouilleur soit lui-même quasiment un expert en particulier de la typologie, ce qui a parfois été un petit peu une limite au déploiement de ce genre de carnet qui n'a connu de succès qu'auprès d'une communauté relativement réduite. Dans les années 50-60 apparaissent aussi les premiers usages des systèmes mécanographiques et comment ne pas citer ici la figure de Jean-Claude Gardin qui fut assez précurseur dans le domaine. Vous voyez quelques-unes de ses publications de ces années-là. Et dans les années 70 apparaissent bien les premiers outils informatiques, en particulier des banques de données archéologiques constituées avec les micro-ordinateurs qui n'étaient pas encore les ordinateurs personnels qui sont apparus dans les années 80. Dans les années 70, les premières banques de données sont apparues et on peut citer ici le colloque national du CNRS de 1972 à Marseille qui avait pour titre Banque de données archéologiques et auquel je vous renvoie. Dans les années 90, comme l'ont souligné récemment François Gillini et Bruno de Sachi, sont apparues les premières bases de données, puisque à ce moment-là, les progiciels de systèmes de gestion de bases de données sont devenus accessibles aux archéologues qui s'en sont emparés. Alors, après ce petit rapide historique des pratiques de terrain et de l'évolution de ces techniques et de ces méthodes de fouille, en particulier de la méthode d'enregistrement et des premiers outils numériques mobilisés, sont apparus bien évidemment un certain nombre de limites dans les usages de ces outils numériques. François Djindjian a pointé, lui, notamment le problème d'adoption et d'appropriation de ces outils liés à des carences des archéologues dans leur formation académique. Il est clair que ces formations académiques ne laissaient que relativement peu de place à l'acquisition de compétences informatiques qui étaient souvent lacunaires et où les archéologues qui ont voulu s'approprier ces outils informatiques en sont venus à souvent faire de l'auto-apprentissage pour pallier les manques, avec aussi les limites qu'on connaît à toute forme d'auto-apprentissage. Les carnets de terrain aujourd'hui, eh bien, en fin 60, Louis-Frédéric décrivait de façon assez précise en quoi consiste ce qu'il appelait le journal de fouille, où il évoquait dans le détail comment ces journaux de fouille devaient être renseignés, en quoi ils devaient consister. Et on a pu voir, et lui-même en parlait aussi, que ces journaux de fouille, ces carnets de terrain, pouvaient assez vite exprimer la personnalité des auteurs, mais aussi des parcours de formation, des courants de pensée, des pratiques, bref, également les ensembles socialisés, c'est-à-dire les groupes sociaux, les communautés, la sociabilité dans laquelle les archéologues s'inscrivaient, et en particulier dans leurs pratiques de terrain. Et ces savoirs formalisés à travers notamment les transcriptions des observations dans les carnets de terrain, eh bien, souvent ce qu'on peut y observer, c'est la marque de ce que Dominique Linhart appelle les savoirs d'intuition, ce type de savoir qui s'ancre dans la familiarité avec un domaine d'activité et prend la forme de ce qu'elle appelle des fulgurations cognitives qui peuvent alimenter une forme de certitude, mais qui, elles, ne s'objectivent pas dans un régime de la preuve opposable. Alors, les carnets de terrain aujourd'hui, eh bien, ils sont en France, en tout cas, ils appartiennent à la documentation archéologique, comme le rappelle l'article 1 de l'arrêté du 16 septembre 2004, et ils sont versés à l'État après la publication du rapport de fouille. Les inventaires techniques de la troisième section des rapports d'opération définis par l'arrêté du 27 septembre 2004 listent ces 7 inventaires techniques parmi lesquels se rangent les carnets de terrain, les fiches d'enregistrement, mais aussi parfois les photographies ou les minutes de terrain qui peuvent être relevées souvent de la documentation graphique et pas uniquement du côté des fiches d'enregistrement. Et ces fiches d'enregistrement, eh bien, on peut distinguer à la fois ce qu'on y observe et ce qu'on n'y voit pas, ou très peu. Par exemple, l'expression de la subjectivité des fouilleurs, elles sont peu présentes dans les fiches d'enregistrement. En revanche,
on les trouve beaucoup plus souvent dans les journaux de fouilles, les carnets de terrain, qui sont souvent considérés par les archéologues comme des documents beaucoup plus personnels, et que certains refusent de transmettre, refusent de verser à l'issue des opérations. En tout cas, c'était le cas avant, même si aujourd'hui, il est clair qu'elles relèvent de la documentation archéologique, et je l'ai dit, à ce titre-là, elles doivent être absolument versées à la fin de l'opération, au même titre que le reste de la documentation archéologique. Et dans les journaux de fouilles, les carnets de terrain, là, en revanche, on pouvait y voir, en tout cas jusqu'à maintenant, on pouvait y voir davantage de place laissée par les archéologues à l'expression de leurs sentiments et aux émotions des chercheurs. C'est le cas notamment dans ces deux extraits, vous voyez, d'un cahier de fouilles qui date des années 70 sur la fouille du site néolithique des Rivaux en Haute-Loire, à laquelle moi-même j'ai participé dans les années 80. Et en retrouvant des archives de ce site, eh bien, on pouvait voir notamment des inscriptions au jour le jour sur pas uniquement des observations archéologiques, mais également sur la météo, le temps du jour, ou alors des impressions, des sentiments exprimés ici ou là par tel ou tel des archéologues qui ont participé au remplissage de ce cahier de fouilles qui était une sorte d'œuvre collective partagée entre les différents fouilleurs présents sur le site. Eh bien, cette différence entre fiches d'enregistrement, souvent beaucoup plus formalisées, beaucoup plus rigoureusement, comment dirais-je, contraignantes quelque part, et les cahiers de fouilles et les carnets de terrain, qui eux permettent une expression beaucoup plus libre, eh bien, ces mêmes constats ont été faits dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines que l'archéologie. C'est le cas dans toutes les autres disciplines où l'observation de terrain est centrale pour la construction des savoirs, comme l'a très bien montré notamment Blanquert dans son ouvrage qu'il a dirigé, intitulé Le terrain des sciences humaines, instruction et enquête entre le XVIIIe et le XXe siècle. On en arrive au descriptif, à quelques éléments sur les dispositifs numériques pour l'enregistrement de terrain et ces premières applications, ces premiers carnets électroniques de terrain pour l'enregistrement archéologique sont apparus dans les années 80. Ça a été le cas notamment avec l'application Rivalo, à laquelle sur le site des Rivaux dont je vous ai parlé, que nous avions développé pour pouvoir faire tous les soirs l'enregistrement sur Apple II des données saisies dans la journée sur des fiches papier, mais application qui n'a pas eu plus d'usage et d'utilisateurs que uniquement sur ce seul chantier ou quasiment. En revanche, au même moment, Michel Py a commencé à développer la fameuse application Syslat qui continue à être utilisée, comme vous le savez aujourd'hui, par nombre de fouilleurs. Et même chose dans les années 90, Olivier Müschenschutz et Catherine Gruel développaient Archéoplan, qui était une autre façon de faire de l'enregistrement de terrain avec y compris des aspects graphiques et photographiques qui étaient intégrés dans cette application. À la FAN et à l'INRAP surtout, au cours des années donc 2000 et 2010, sont apparues une pléthore d'applications d'enregistrement de terrain, soit développées en interne par des agents de l'INRAP, soit développées à l'extérieur. Je pense notamment à Stratibase et au Stratifiant développé par Bruno de Sachi, et également aux nouvelles versions de Syslat. Toutes ces applications ont donc commencé à être développées, utilisées ou développées par les agents de l'Institut et utilisées sur les opérations d'archéologie préventive. Et qu'est-ce qu'on peut, on peut aussi expliquer ce déploiement et cette floraison cette multiplication des applications d'enregistrement de terrain par un certain nombre de conditions favorisant ce déploiement, notamment la miniaturisation des équipements électroniques, mais aussi la facilité d'utilisation de certains logiciels. On pense là notamment à FileMaker qui, vous le savez, a été beaucoup utilisé, est encore beaucoup utilisé par un nombre d'archéologues. Des prix accessibles de ces équipements, matériels ou logiciels, et très récemment le déploiement de dispositifs beaucoup plus légers comme les tablettes et les smartphones. En revanche, un certain nombre de limites au déploiement doivent aussi être pointées, notamment le caractère rarement générique de ces applications d'enregistrement de terrain. Autrement dit, des applications souvent peu réutilisées en dehors des concepteurs et développeurs, soit parce qu'elles étaient très ciblées sur un type de contexte archéologique, une période chronologique ou une région géographique, et que par ailleurs, elles ont souvent pris en compte très peu, voire pas du tout, un certain nombre de normes, notamment des normes dites d'interopérabilité, qui sont censées faciliter la réutilisation et des outils et des données dans différents environnements et différents autres outils numériques. C'est pourquoi en 2015, l'Institut, constatant cette hétérogénéité des solutions applicatives,
et c'est aussi ces limites et ces problèmes que je viens de rapidement d'évoquer, a développé une application intitulée EDARC, enregistrement de données archéologiques pour les opérations d'archéologie préventive. Et donc vous voyez ici dans le schéma présenté sur cette diapositive en quoi consiste cette application. C'est une série de formulaires de saisie au format HTML, renseignés avec un des 3 navigateurs proposés, les données étant, que ce soit sur tablette ou sur smartphone, pouvant être donc saisies sur une base de données SQLite, et les données pouvant ensuite être exportées soit au format XML, soit pour pouvoir être réutilisées dans l'application Le Stratifiant, qui permet, développé par Bruno De Sachi dans Excel, et qui permet de vérifier le contrôle de cohérence des données et ensuite de dessiner le diagramme stratigraphique. Voilà 2 exemples de ces formulaires de saisie pour les unités stratigraphiques et pour les faits. Et par ailleurs, à côté de cet exemple d'application auquel j'ai contribué au sein de l'Institut et auquel je continue à contribuer, eh bien, je me suis aussi engagé, je vous l'ai dit, depuis les années 2006, dans un certain nombre de projets collectifs de recherche, Réseau Lithotech, et depuis quelques années, nous avons, dans ce cadre-là, développé en particulier une application de saisie en situation de mobilité, hein, donc sur le terrain, là pour le besoin de prospection de gîtes à silicites. Et cette application, qui est en cours de déploiement, donc est utilisable sur smartphone et sur tablette, et elle utilise notamment les fonctionnalités de géolocalisation de ces appareils mobiles, de façon à permettre aux prospecteurs, aux archéologues, aux pétro-archéologues, aux géologues qui l'utilisent, de ne pas avoir à se soucier de retrouver sur les cartes les coordonnées de tel ou tel point. Ça s'est révélé souvent un exercice un petit peu périlleux, puisque on avait tous les systèmes de coordonnées qui étaient utilisées et parfois même avec des erreurs. Et les données, une fois qu'elles sont saisies dans cette application, on peut à ce moment-là les sauvegarder et les transférer aussitôt sur un site web où elles apparaissent ici, vous voyez, en vert, sur la forme de points, sur cette interface cartographique de web mapping, comme on dit, qui permet à tous les partenaires de ces projets de pouvoir consulter les données saisies par les uns par les autres et de pouvoir éventuellement les corriger, les compléter et les exploiter pour un certain nombre d'opérations d'analyse, de tri et de partage et de récupération, de téléchargement et d'impression des données et des résultats des analyses que l'application permet d'effectuer sur ces données. Alors, j'ai dit, il y a un certain nombre d'avantages, mais aussi d'inconvénients des dispositifs à l'usage de dispositifs numériques sur le terrain. Parmi les inconvénients, c'est qu'effectivement, ils imposent un certain nombre de formalismes liés à l'utilisation d'outils informatiques. Les normes et les formats d'interopérabilité sont à la fois une exigence, mais aussi une contrainte, et de même que l'usage de métadonnées normées, c'est-à-dire que données sur les données, dont vous savez qu'elles nous sont de plus en plus demandées pour pouvoir accompagner les échanges de données, le versement des données et en assurer une traçabilité. De façon assez évidente d'ailleurs, ces applications numériques gomment très souvent l'expression de la subjectivité des savoirs archéologiques. En gros, l'expression, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour les carnets papier, les cahiers de fouilles en particulier, le carnet de terrain, ces petites formes d'expression de sentiments, de sensations, d'impressions, eh bien, elles disparaissent largement dans les applications numériques, comme si ces applications numériques imposaient un régime d'expression le plus neutre possible. Voilà, ça c'est un constat indéniable que j'ai pu faire et que d'autres font. Alors, dans certains cas, on a certains archéologues qui se mettent à l'enregistrement nativement numérique sur le terrain, on vient à complètement abandonner les enregistrements sur support papier. Mais dans certains autres cas, il y a un doublement de l'enregistrement, c'est-à-dire que les archéologues continuent à vouloir à la fois utiliser leur enregistrement papier, la transcription sur carnet de terrain, sur fiche d'enregistrement, et commencent en parallèle à faire une saisie numérique de l'enregistrement, soit sur le terrain, soit après le terrain. Voilà. Alors, ces dispositifs numériques, j'ai dit, ils imposent un certain nombre de contraintes, et notamment par les formalismes dans l'acquisition des données, le fait d'utiliser des menus déroulants, des formulaires avec des champs qui imposent tel ou tel type de valeur possible. Bref, il y a des contraintes liées à l'usage de ce genre de dispositifs. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres effets sur une nouvelle
répartition des tâches et des rôles. Parfois, j'ai pu le constater dans des équipes sur des opérations d'archéologie, en particulier préventive. On voit bien comment certains sont un peu plus à l'aise avec l'outil informatique ou voient dans leur attribution l'usage des applications, des tablettes, pour pouvoir faire la saisie numérique des données, alors que ça n'est pas le cas de tous les fouilleurs, contrairement à l'enregistrement papier qui, lui, est souvent réparti entre tous les participants d'une équipe. Voilà. Par ailleurs, parmi les effets de déploiement de ces dispositifs numériques, il y a aussi une évolution dans les compétences. Hein, je l'ai dit, certains sont plus à l'aise et vont être capables de s'approprier très rapidement ces applications numériques. Et de façon liée, ces dispositifs ont aussi une influence sur la configuration, alors soit de façon conséquente, soit de façon plus marginale, de ce que Claude Dubar, le sociologue, a appelé les identités professionnelles. Alors, bien évidemment, les compétences numériques propres à l'usage et à l'appropriation de ces dispositifs, eh bien, on voit bien à quel point tous les archéologues ne sont pas égaux devant ces outils, devant ces compétences. Certains les acquièrent très rapidement, se les approprient très vite, et d'autres, eh bien, pour eux, c'est beaucoup plus difficile, voire c'est carrément souvent impossible, en tout cas une source de difficulté majeure, pas forcément avouée, sur le moment en tout cas. Donc c'est un élément à prendre en compte aussi dans le déploiement de ces dispositifs numériques. Pour d'autres, je l'ai dit, il y a des sortes de facilités, c'est clair, ce sont de nouvelles compétences qui apparaissent, c'est aussi la possibilité de diminuer la pénibilité de certaines activités, et c'est aussi un gain en rapidité dans un certain nombre de tâches, en particulier dans la saisie des données. Alors la question qui peut se poser, c'est celle de en quoi ces données numériques acquises de façon nativement numérique participent ou pas de la scientificité des données acquises. Est-ce qu'elles contribuent à améliorer cette scientificité ou pas? Et si on prend l'exemple de ce qui se passe autour de ce qu'on peut observer autour de l'imagerie numérique de terrain et des restitutions 3D, comme l'a rappelé récemment ma collègue Sylvie Euseb, il ne faut pas oublier autour de l'usage en particulier de la photogrammétrie que tant les traitements que les restitutions qui sont proposées, elles relèvent d'hypothèses d'interprétation et de choix sémiologiques de rendu qui sont parfois tout à fait discutables, en tout cas qui sont jamais que des hypothèses et des choix qui pourraient tout à fait en valoir d'autres. Donc il y a à ne pas, vis-à-vis de ces techniques et de ces modes de restitution numérique, à développer une forme de croyance aveugle, pour reprendre l'expression de Golac et Kramartz. L'archéologue Jérémy Huguette, lui, parle de fétichisme technologique pour pointer pour pointer un certain nombre de discours, mais aussi de pratiques qui auraient tendance effectivement à adopter un peu trop rapidement ces outils numériques sans garder d'esprit critique, de distance, et si on observait que pour autant ces dispositifs numériques ne participent pas d'une redéfinition des catégories des savoirs archéologiques traditionnels. Voilà, pour terminer, eh bien, une mise en perspective que je propose, elle rappelle d'abord qu'il faut toujours replacer les carnets de terrain dans leurs usages effectifs, c'est-à-dire que ce sont des objets de savoir qui sont à replacer dans les organisations et les processus sociaux dans lesquels ils s'inscrivent. Ensuite, ils sont de façon incontestable des témoins à la fois de traditions, de savoir-faire sociaux, de règles, de contraintes, qu'elles soient dans le choix de l'écriture, dans le choix des termes, dans le choix de la syntaxe, dans les modes de représentation utilisés, etc. Et qu'enfin, ce qu'on constate, comme l'a déjà constaté François Djindjian il y a quelques années, et qui continue à pouvoir être observé, c'est souvent une sorte d'hybridation entre les dispositifs traditionnels et numériques, et non pas forcément le choix de l'un au détriment de l'autre. Donc cette hybridation, elle est observable, et probablement qu'elle sera encore observable pendant un certain nombre d'années. Face à ces dispositifs numériques, eh bien, de ma propre expérience et de celle de nombre de collègues et d'observateurs, il est clair qu'il y a besoin absolument de développer des actions de formation préalables avant de proposer, ou si ce n'est d'imposer ces dispositifs numériques aux archéologues sur le terrain, et que, en dehors de ces actions de formation préalables, il faut bien évidemment aussi accompagner le déploiement de ces dispositifs par des mesures particulières dans ce domaine-là, en particulier pour observer les changements, les accompagner si besoin, et tant dans les pratiques que dans les discours, mais aussi de façon un petit peu liée, probablement avoir besoin de modérer les discours un peu trop partisans, qui tendraient à faire croire que le numérique est forcément vertueux, dans une sorte de discours un petit peu trop positiviste, hein, en disant que le numérique est forcément synonyme de progrès, et qu'à ce titre-là, il est incontestable, et il ne peut être donc
discuté comme s'il était une sorte d'évolution naturelle des choses. Non, non, ça n'est absolument pas naturel. Ce sont des choix qui sont faits par les différents acteurs de la chaîne de la donnée archéologique. Et c'est pour ça que, pour terminer, je dirais que ces déploiements de dispositifs numériques nécessitent des observations distanciées et des regards critiques. C'est aussi ce à quoi mon travail de thèse se propose de contribuer. La question est souvent de façon liée de peut-être s'interroger sur le numérique comme un nouveau paradigme de l'archéologie. On entend ici ou là que le numérique constituerait un nouveau paradigme pour notre discipline. Mais qu'est-ce qu'un nouveau paradigme, ou plutôt qu'est-ce qu'un paradigme? Et si on reprend ce fameux ouvrage, cette thèse de Thomas Kuhn dans son ouvrage La structure de l'évolution scientifique, pour lui, un paradigme ne peut émerger qu'à l'issue de ce qu'il appelle d'abord une crise de la science normale, qui donne lieu éventuellement à une révolution scientifique et à l'émergence d'un nouveau paradigme. Encore faut-il qu'il y ait d'abord une crise de la science normale, c'est-à-dire de la science actuelle telle qu'elle se pratique. Et pour ce qui est de l'archéologie, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire qu'il y ait véritablement une crise de cette discipline, une crise de cette science, et qu'en tout cas le numérique, lui, n'est pas ici pour apporter une révolution scientifique ou technique, les deux notions étant intimement liées. On n'oppose pas technique ici à scientifique, mais ce sont deux aspects d'un même ensemble de pratiques et de discours. Eh bien, aujourd'hui, le numérique peut, à mon avis, difficilement se poser comme un nouveau paradigme ou assurer l'émergence d'un nouveau paradigme pour notre discipline. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette présentation a été claire pour vous, et je suis à votre disposition si vous le souhaitez pour éventuellement prolonger cette présentation. Je vous remercie.